Bon dia. Bien, bonjour. Bonjour à vous tous. Bienvenue à Saint-Louis. Comme maire, c'est un honneur d'être ici dans cette troisième édition des Trobades et précisément dans cette salle qui porte son nom. Et je tiens à remercier d'être ici à tous les conférenciers et me permettre que depuis l'illusion et l'émotion, d'avoir parmi vous à Anna Sintes, une voisine à nous et à qui je connais depuis que je suis une fille. Merci beaucoup de votre présence et merci de faire partie de cette journée qui, tout au long de ces 2 journées, vont nous introduire dans un espace de réflexion. Une parenthèse au milieu d'une société stressée et accélérée. Vous allez mettre la pensée sur l'axe du débat, sans autre exigence que d'être capable d'envisager et de poser les questions qui très souvent nous n'avons pas assez de temps pour formuler. Et encore plus curieux, nous allons travailler ensemble pour trouver des réponses avec le dialogue comme seul outil. Il n'y a pas de vie sans dialogue. Voilà le titre de ces journées-ci. Je ne peux que les partager en comprenant le dialogue comme un ensemble d'actions, observer, écouter, sentir et faire une réflexion, réfléchir et finalement partager. Il nous faut nous centrer sur le dialogue productif et positif, celui qui se construit depuis la pluralité et la diversité, celui qui surmonte des barrières et des dogmes, le dialogue qui dépasse les monologues confrontés et qui poursuit véritablement la construction plutôt que l'imposition, celui qui prétend apprendre et pas vaincre, le dialogue qui construit des voies qui nous unissent les uns avec les autres depuis le respect à la diversité, et pas celui qui nous renferme dans des ghettos mentaux et intellectuels. Ces Trobades nous offrent l'occasion de nous arrêter et d'observer, l'occasion d'écouter, sentir et réfléchir pour partager et débattre. Je vous invite à les profiter au maximum. Et permettez-moi également de remercier l'énorme effort réalisé de la part de l'organisation Sandra. 1000 merci à toi et à toute ton équipe pour pouvoir rendre possible un événement comme celui-ci aujourd'hui. Et remercier toutes les autres personnes qui, dans un travail anonymat, rendaient possible que tout marche bien et que tous nous puissions profiter et jouir de cet événement. Je vais donc passer immédiatement à la prochaine étape. Je souhaite uniquement que vous puissiez avoir des moments très heureux. Merci beaucoup. Bien, bonjour à vous tous, mesdames et messieurs. Grand merci d'être ici avec nous et de nous accompagner une année de plus dans ces Trobades méditerranéennes Albert Camus de Saint-Louis. Merci Carole et à toute votre équipe et tous ceux qui rendaient possible ce projet. Mais grand merci surtout à vous tous, public, d'être fidèles à ce rendez-vous annuel de réflexion critique axé sur la Méditerranée, mais aussi pour être une plateforme des voix actuelles. On vous remercie énormément votre patience, votre compréhension de tous ces changements qui sont survenus du point de vue de l'organisation, le temps que nous vivons. Donc, merci d'avoir compris que nous sommes dans cette salle de cette manière-ci. On essaiera de reconstruire cette magie qui, depuis 2017, nous avons pu obtenir dans cette salle polyvalente Albert Camus. Et tout simplement, nous démarrons, comme on dit, cette édition 2021 autour de cette phrase de Camus, « Il n'y a pas de vie sans dialogue ». Et je souhaite la bienvenue à Anne Proutot, présidente de la Société des études camusiens, qui va démarrer cette journée. Merci beaucoup.
Bonjour. Je vais mettre ma petite alarme pour être... Je suis très très heureuse d'être ici. Ce n'est pas la première fois que je viens à Minorque et je voudrais déjà remercier les Trobadestes de cet accueil si chaleureux, si humain, et de dire combien la Société des études camusiennes, là, que je représente, est fière de soutenir un tel événement. Un événement tellement sincère et qui tente avec beaucoup de créativité de rendre la parole, l'œuvre de Camus vivante. Ça, c'est une première chose. Et puis, je voudrais dire aussi merci à Michel Barré. Michel, qui est le conseiller scientifique de la rencontre, parce que c'est lui qui m'a proposé le sujet dont je vais vous parler ce matin. Et c'est lui qui en a eu l'idée. Et ce sujet, donc, s'intitule, je ne sais pas si oui, il est noté, à la source de l'œuvre, un silencieux dialogue avec le père, avec l'instituteur, avec la mère. Alors, cette question du dialogue qui va nous occuper pendant ces jours me renvoie d'emblée au carnet de Camus. Vous savez, les carnets de Camus, ce sont des journaux de création qu'il a tenus de 1935 jusqu'à sa mort. Donc, ce sont vraiment des documents très précieux sur son itinéraire. Et je voudrais commencer par un petit fragment donc, de ces carnets, de ces journaux. Nous sommes le 8 août 1957 et c'est un fragment où vous allez entendre que Camus est découragé. Pour la première fois, après lecture de Crime et Châtiment, le roman de Dostoïevski, doute absolu sur ma vocation. J'examine sérieusement la possibilité de renoncer. Ai toujours cru que la création était un dialogue. Mais avec qui ? Notre société littéraire, dont le principe est la méchanceté médiocre, où l'offense tient lieu de méthode critique ? La société tout court ? Un peuple qui ne nous lit pas ? Une classe bourgeoise qui, dans l'année, lit la presse et 2 livres à la mode ? En réalité, le créateur aujourd'hui ne peut être qu'un prophète solitaire. Suis-je ce créateur ? Je l'ai cru. Alors vous entendez que la raison même de ce passage à vide, bon, ça lui arrive régulièrement à Camus de douter, comme à nous tous, ce n'est pas d'abord un découragement par rapport à ses propres possibilités, par rapport à ses propres ressources. Il met surtout en doute la question de la réception, comment son œuvre est reçue et dans quelles conditions travailler, avec qui travailler. Peu ou pas assez de solidarité entre les écrivains, peu ou pas de lecture attentive, et on sait que Camus aimait à dire « je ne demande qu'une chose, être lu avec attention ». Donc s'il semble profondément déçu de cette relation dans l'échange avec ses contemporains, en tout cas à ce moment-là, peut-on imaginer qu'il n'a cessé d'entretenir un dialogue silencieux avec ce que l'on pourrait appeler, bien sûr, ces figures fondamentales de l'enfance, le père, la mère, l'instituteur. Et cette idée, bien sûr, elle est plus qu'envisageable, car de toute façon, que l'on soit artiste ou pas, la part de l'enfance, évidemment, joue toujours un certain rôle dans nos destinées. Et cependant, le terme dialogue pose question ici, dans le sens où le dialogue suppose 2 interlocuteurs. Et en fait, vous savez, le père de Camus est mort depuis longtemps, et il est mort alors que le jeune Albert Camus n'avait qu'1 an. Donc, dialogue avec cette personne qui est morte depuis longtemps et que Camus n'a pas connue. Il a été donc fauché à la bataille de la Marne en 14. Dialogue avec la mère de Camus, dont on sait qu'elle était à moitié sourde, qu'elle avait un langage peu développé, qu'elle avait toujours été limitée dans l'échange. Donc, quel peut être un tel dialogue ? Et enfin, le 3e, l'instituteur, on verra, sorte de père de substitution, effectivement, sera davantage un interlocuteur de Camus, mais quand même épisodiquement. Alors, derrière ce mot dialogue, qu'est-ce qu'il faut entendre ici, dans ce contexte ? Alors, peut-être un lien, peut-être une attention vive à ces personnes de l'enfance, ou alors on pourrait dire aussi un dialogue qui serait une forme de loyauté envers ces figures qui vont, on va le voir, marquer à jamais l'imaginaire de l'artiste et qui vont représenter
une source à laquelle il sera toujours possible de puiser. Et comme par hasard, c'est dans la dernière œuvre de Camus, Le Premier Homme, celle de, on pourrait dire, l'œuvre de la maturité artistique, maturité humaine aussi, que la présence de ces trois figures éclate au grand jour. Le Premier Homme, donc je vous rappelle, c'est un texte que Camus était en train d'écrire au moment de sa mort en 1960, et donc grâce à sa fille Catherine, il est paru en 1994. Donc le Premier Homme, c'est un texte inachevé, c'est-à-dire qu'une partie en est écrite, on ne sait pas si elle serait restée en l'état, probablement pas. On sait que c'est un roman qui aurait été au moins 3 fois plus important, mais je vais quand même parler de ce texte magnifique, dont beaucoup disent que même si c'était une ébauche, c'est une ébauche prodigieuse. Et comme c'est un roman d'inspiration autobiographique, on sait qu'on est au plus près aussi de l'enfance de Camus, même si Camus a choisi la forme romanesque et il crée en fait une sorte de double qui s'appelle Jacques Cormery. Donc quand je parlerai du Premier Homme, je parlerai du texte que nous avons édité et puis je parlerai des annexes, des brouillons, des fragments qui entourent aussi ce texte et qui sont passionnants. On voit un peu une œuvre en chantier. Donc ce sera un petit peu bien sûr le fondement de notre réflexion. Mais avant d'y arriver, toujours en guise d'introduction, je voulais évoquer en préambule un autre grand texte qui témoigne qu'on ne fait pas fausse route en imaginant ce dialogue intérieur, ce dialogue parfois silencieux que Camus n'a cessé de tenir avec ses figures. Et ce texte, c'est la préface de L'Envers et l'Endroit, qui est paru en 1958, même si Camus réfléchissait déjà depuis quelques années à cette préface. Et j'ai toujours pensé puis je ne suis pas la seule, que ce texte, cette préface, était une très très belle porte d'entrée pour connaître Camus. Et c'est un texte évidemment étonnant puisque publié en 1958, 2 ans avant la mort que Camus, bien sûr, n'imaginait pas. Donc on peut dire que cette préface a un côté préface testamentaire où Camus fait en fait un peu le bilan de ses 20 années de création. Et le prétexte, c'est que la première œuvre de Camus, L'Envers et l'Endroit, qui était parue en 1937, Camus avait toujours considéré que ce texte était maladroit, mal écrit, et qu'il n'en souhaitait pas la réédition. Et un critique qui s'appelle Brice Parrain lui avait dit, mais dans ce texte, L'Envers et l'Endroit, qui était déjà d'inspiration autobiographique, il y a plus d'amour que dans toutes les pages qui ont suivi. Donc en fait, en 1958, comme si Camus reconsidérait ce texte vraiment des origines en comprenant la part de vérité, la part d'amour qui était contenue, même s'il était maladroit à ses yeux au niveau esthétique. Alors, je disais qu'on était, donc là on est en 58, vous savez, il vient de recevoir le prix Nobel de littérature, ce qui n'est pas rien, donc c'est quand même un moment de consécration pour lui, c'est le moment où il écrit cette préface. Et en fait, à la fin de la préface, une fois qu'il a tiré ce bilan de ces années, il espère une œuvre à venir, et on peut supposer que cette œuvre pourrait s'appeler Le Premier Homme, puisqu'il est en train d'écrire Le Premier Homme au moment où il publie cette préface. Et dans cette préface, eh bien, il espère écrire un texte où, finalement, il y aura à la fois quelque chose qui représente à ses yeux la vérité, cette sorte d'amour, et en même temps cette maîtrise artistique, que l'équilibre se fasse, dira-t-il, entre ce qu'il est et ce qu'il dit. Et dans ce texte, c'est un moment aussi où on entend l'artiste. Pourquoi j'écris ? Pourquoi je continue à écrire ? Qu'est-ce qui me fait écrire ? Et qu'est-ce qui me reste à écrire ? Et on voit bien aussi que combien être artiste, pour lui, représente vraiment une nécessité vitale. Et alors, je ne perds pas le fait que je suis en train de vous dire que ce texte éclaire aussi notre sujet, puisque presque d'entrée de jeu, dans cette préface, il écrit « Chaque artiste garde ainsi, au fond de lui, une source unique qui alimente pendant sa vie ce qu'il est et ce qu'il dit. Quand la source est tarie, on voit peu à peu l'œuvre se racornir, se fendiller. Ce sont les terres ingrates de l'art que le courant invisible n'irrigue plus, etc., etc. Pour moi, je sais que ma source est dans l'envers et l'endroit, dans ce monde de pauvreté et de lumière où j'ai longtemps vécu. »
Donc cette source le ramène au territoire de l'enfance. Donc cette source synonyme de l'imaginaire de l'artiste. C'est une métaphore, la source que Camus aime à déployer ici. Il semble clair que ce qui le fait s'exprimer, ce qui le fait écrire, ce qui irrigue, pour rester dans la métaphore, ce travail, ce qui demeure vivant. C'est pas rien aussi quand on a déjà un peu vécu et déjà aussi pas mal écrit, de sentir qu'il y a quelque chose en soi de vivant, qui a encore envie de s'exprimer, de parler. Eh bien, malgré le temps, malgré l'exil, se trouve caché dans ce monde de l'enfance. Et la préface est donc l'occasion pour lui d'exprimer aussi sa dette à cette famille qui ne savait pas lire, je vous le rappelle, et qui lui a transmis de grandes valeurs. Et à la fin de sa préface, eh bien, il évoque cette œuvre à venir, et voilà ce qu'il dit: « Rien ne m'empêche de rêver que j'y réussirai, que je mettrai au centre de cette œuvre l'admirable silence d'une mère et l'effort d'un homme pour retrouver une justice ou un amour qui équilibre ce silence. » Et puis un petit peu plus loin, cette autre phrase aussi très belle: « Rien ne m'empêche de rêver, à l'heure même de l'exil, puisque du moins je sais cela, de science certaine, qu'une œuvre d'homme n'est rien d'autre que ce long cheminement pour retrouver, par les détours de l'art, les 2 ou 3 images simples et grandes sur lesquelles le cœur une première fois s'est ouvert. » Le plus net, le plus flagrant dans la fin de cette préface, on l'entend, c'est la présence de la mère, M-E-R-E, dont on entend la place prépondérante qu'elle occupe. On entend même qu'elle est presque consubstantielle à la création, qu'elle est tissée à la création. On terminera d'ailleurs par la mère, je propose, par cette mère mythifiée, je pense, qui occupe effectivement une place centrale. Quant aux 2 ou 3 images simples et grandes, quelles sont-elles? Est-ce qu'on peut penser que les images liées au père et à l'instituteur en font partie? Je me demande, en commençant avec vous cette conférence, si ce roman, Le Premier Homme, n'est pas l'occasion justement de reprendre, voire de commencer un dialogue avec ces personnes. Je propose d'abord de parler de l'instituteur, dont sans doute vous avez déjà entendu parler, et de commencer par cette lettre si connue, écrite à un moment de renommée absolue, le prix Nobel de littérature, qui est un moment de vie très contrasté pour Camus, puisqu'il y a à la fois de la fierté et à la fois de l'angoisse qui se conjuguent. Il n'a que 44 ans, c'est quand même exceptionnellement jeune, et la presse n'est pas forcément, une partie de la presse n'est pas forcément très tendre avec lui. Il est à la fois sous le feu de la gloire et des critiques. Toujours est-il qu'à ce moment de reconnaissance, eh bien, il n'oublie pas les siens, et à commencer par cet instituteur. Et en fait, par ce geste de cette lettre qu'il écrit à son instituteur, il relie finalement cette œuvre et la consécration de cette œuvre littéraire à la présence de cet instituteur. 19 novembre 1957, cher Monsieur Germain, j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci, avant de venir vous parler un peu de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur que je n'ai ni recherché ni sollicité, mais quand j'ai appris la nouvelle, ma première pensée après ma mère a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Voilà, et il termine par la clausule « Je vous embrasse de toutes mes forces ». Et Louis Germain va répondre, je donne un petit extrait, « Mon cher petit, je ne sais t'exprimer la joie que tu m'as faite par ton geste gracieux, ni la manière de te remercier. Si c'était possible, je serrerais bien fort le grand garçon que tu es devenu et qui restera toujours pour moi mon petit Camus. » Alors, effectivement, lettre frappante, puisque déjà, elle témoigne de cette fidélité aux siens, et jamais démentie, y compris dans ces moments de gloire, entre guillemets. Mais c'est intéressant de voir combien, à travers ces 2 lettres, le temps semble aboli, aussi bien dans la lettre de Camus que dans la réponse de Germain. Le jeu narrant, celui qui a le prix Nobel, se confond avec le jeu narré du petit élève, et
je trouve effectivement que la fin « Je vous embrasse de toutes mes forces » en témoigne, parce que même si on sait que Camus, dans ses correspondances, ne craint jamais d'afficher son affection, même à des amis comme René Char, tout affectueusement, tout fraternellement, mais je trouve que là, évidemment, « Je vous embrasse de toutes mes forces », c'est une formule même qui revêt quelque chose d'enfantin. Et d'ailleurs, la réponse de Germain emprunte au même registre. Lui aussi voudrait serrer le petit garçon dans à la fois le petit Camus et le grand garçon. Donc on voit bien la nature des liens entre l'instituteur et Camus, qui ressemblent à des liens filiaux et des liens vivants, avec une sorte de survivance intacte des émotions. Alors, si la lettre est un élément très fort de reconnaissance, il faut donc attendre le premier homme pour que la figure d'inspiration qu'est M. Germain, qui dans le roman s'appelle M. Bernard, se trouve vraiment déployé dans les chapitres autour de l'école. Camus écrit « Monsieur Bernard, son instituteur de la classe du certificat d'études, avait pesé de tout son poids d'homme à un moment donné pour modifier le destin de cet enfant dont il avait la charge, et il l'avait modifié en effet. Modifier le destin de quelqu'un, Camus n'utilise pas n'importe quel verbe. Tous, effectivement, enfin tous, je pense, ici, on pourrait témoigner de la répercussion dans notre vie. On en parlait encore au petit déjeuner ce matin, d'une parole, d'un encouragement, d'une reconnaissance. Et ici, on entend que c'est plus que cela et que, vous savez, le caractère rétrospectif, le fait, c'est un texte qui est écrit des années après cette enfance, eh bien, fait apparaître encore plus la répercussion, le poids, l'inflexion décisive par une intervention, j'ai envie de dire, presque démiurgique, modifier son destin, comme si un Dieu était intervenu pour aider ce Camus, ce petit Camus. Cet homme, donc, il va prendre soin cet homme, M. Germain, il ne s'occupe pas d'ailleurs que d'Albert Camus, il s'occupe de des nombreux orphelins de cette Première Guerre mondiale, et il leur offre d'abord une relation personnelle. Leur maître, écrit Camus, ne se vouait pas seulement à leur apprendre ce qu'il était payé pour leur enseigner, il les accueillait avec simplicité dans sa vie personnelle. Donc plus qu'un métier, Louis Germain, il exerce son travail comme une véritable vocation. C'est lui qui va convaincre la mère et la grand-mère de Camus de le laisser poursuivre ses études, ce qui n'était pas du tout évident, puisqu'il devait donc entrer en apprentissage, enfin rapporter de l'argent à la maison. Et là aussi, la scène, il faut relire tout ça, mais il a beaucoup de délicatesse, aussi d'intelligence des relations, et il arrive à obtenir leur consentement. Et c'est très important, donner des cours du soir, à Albert Camus. Donc, parmi tous les aspects qui ont une incidence sur l'œuvre de Camus, je retiendrai d'abord la porte d'entrée sur le monde que constitue l'école, dont on sait la pauvreté très matérielle et culturelle du milieu. Alors, il écrit par exemple « Les manuels étaient toujours ceux qui étaient en usage dans la métropole », écrit Camus, et ces enfants nés en Algérie, qui ne connaissaient, c'est moi qui rajoute, nés en Algérie, que le sirocco, la poussière, les averses prodigieuses et brèves, le sable des plages et la mer en flammes sous le soleil, lisaient avec application des récits pour eux mythiques où les enfants à bonnet et cache-nez de laine, les pieds chaussés de sabots, rentraient chez eux dans le froid glacé. Et Jacques écrit « Pour Jacques, ces récits étaient l'exotisme même ». Donc l'école républicaine, un lieu d'exotisme, un espace qui ouvre les imaginaires et aussi qui lui donne ce goût des histoires, qui transporte l'enfant dans un ailleurs différent. C'est très important, ouvrir l'espace quand on sait toutes les métaphores qui sont présentes dans le premier homme et qui soulignent justement que les pauvres sont enfermés. L'île de la pauvreté, la forteresse sans pont-levis, quand Camus parle de ce milieu familial d'enfance. Donc on mesure là aussi ce que les cours ont permis comme accession à une autre vie, à un autre décor, et viennent nourrir en lui ce qu'il appelle la fin de la découverte. Et bien entendu, je termine peut-être par le plus essentiel, il joue ce rôle de père de substitution. Je cite Camus, « Celui-là, peut-on lire, n'avait pas connu son père, mais il lui en parlait souvent sous une forme un peu mythologique. Et dans tous les cas, à un moment précis, il avait su remplacer son père. » Et cela se passe justement par la médiation, par les histoires. Et un moment très fort du premier homme, c'est les fois où Monsieur Germain, dans une sorte, mais vraiment d'intuition géniale, lit
un roman qui s'appelle Les Croix de bois de Dorgelès, un roman sur la Première Guerre mondiale, un roman qui a d'ailleurs failli avoir le Goncourt, hein, c'est Proust qui va l'obtenir cette année-là. Et il va lire à des gamins de 10 ans un vrai roman de haute tenue littéraire, leur faisant revivre des scènes de guerre que leur père avait pu vivre et dont beaucoup n'étaient pas revenus. Et Camus d'ailleurs précise, tout est important finalement dans le geste éducatif. Il écoutait, dit Camus, de tout son cœur, le petit Jacques Cormery, une histoire que le maître lisait de tout son cœur. Et là, je cite Camus, « Et le jour à la fin de l'année où, parvenu à la fin du livre, M. Bernard lut d'une voix plus sourde la mort de D, le soldat, lorsqu'il referma le livre en silence, confronté avec son émotion et ses souvenirs, pour lever ensuite les yeux sur sa classe, plongée dans la stupeur et le silence, il vit Jacques au premier rang, qui le regardait fixement, le visage couvert de larmes, secoué de sanglots interminables qui semblaient de devoir jamais s'arrêter. « Allons, petit, dit M. Bernard, d'une voix à peine perceptible, et il se leva pour aller ranger son livre dans l'armoire, le dos à la classe. Bon, on comprend évidemment, l'émotion de l'enfant. Cela ressemble vraiment à ce qu'on pourrait appeler une sorte d'expérience de catharsis. Hein. On imagine qu'à l'époque, les cellules d'écoute psychologique n'existaient pas. On sait que ni le milieu familial, ni l'époque favorisait l'écoute, permettait l'attention à la tristesse des enfants. Et là, il devient possible de pleurer sur un autre mort si semblable au père. Mais l'expérience que provoque Louis Germain ne s'arrête pas là. Je cite encore le premier homme. Bien des années plus tard, lorsque l'enfant devenu adulte revint le voir, il lui fit don de ce livre dont la lecture l'avait tant ému. « Tiens, dit-il, c'est pour toi. » Jacques reçut le livre couvert de papier brun d'épicerie et sans inscription sur la couverture. Avant même de l'ouvrir, il sut que c'était les Croix de bois. « Tu as pleuré le dernier jour, tu te souviens ? Depuis ce jour, ce livre t'appartient. » Donc de la vertu des livres qui permettent une forme de sublimation, qui permettent de se sentir moins seul dans son vécu, de faire dans ce contexte-là que la blessure du père soit moins vive. Et par ailleurs, en lui offrant ce livre qui lui appartient depuis qu'il a pleuré en l'écoutant, il me semble que Louis Germain lui révèle le bien fondé, par ce geste, quelque chose du bien fondé de la littérature. Et ce qui conditionnera ultérieurement une des fonctions de la littérature pour Camus, à savoir que si la littérature n'aide pas à vivre, elle n'est rien. Qu'il s'agisse, quand je reprends tous ceux qu'admirait Camus, Dostoïevski, René Char ou Martin Dugard, Camus concluait souvent ses hommages par cette formule récurrente « Il nous aide à vivre et à espérer ». Et ce fut vraiment une préoccupation constante pour l'écrivain, puisqu'il confie à ses carnets en 1956 « J'ai toujours pensé que l'art n'était rien si finalement il ne faisait pas de bien, s'il n'aidait pas. » Et il me semble que pour toujours, le geste de l'instituteur est emblématique de l'expérience personnelle de la lecture et de ce qu'elle produit finalement dans le secret des vies et au pouvoir qu'elle revêt. Voilà, on vient de voir ces attitudes paternelles de l'instituteur qui vont bien plus loin finalement, même si c'était fondamental de l'avoir aidé à poursuivre ses études. Mais venons-en, si vous voulez bien, dans ce deuxième temps, au véritable père de Camus, donc le père. Alors vraiment, il serait très difficile de parler de ce dialogue silencieux avec le père sans l'appui du premier homme. Et c'est intéressant, ce qui m'a intéressé, c'est de voir finalement comment Camus, là pour le coup en tant que romancier, choisissait de mettre en scène ce dialogue et choisissait de mettre en scène ce lien apparemment inexistant donc avec ce père, et comment, grâce au texte littéraire, il part à la recherche du père. Et d'ailleurs, la première partie du premier homme s'appelle « Recherche du père ». Alors en fait, c'est bien devant la tombe du père
que le héros du premier homme, sorte de double d'Albert Camus, se sent proche comme jamais de celui qui l'a laissé orphelin à l'âge de 1 an. Et en fait, cette scène, qu'on pourrait dire quand même inaugurale, intervient au début du roman. Alors, presque au début. Le roman commence avec la naissance du narrateur, puis dans un deuxième chapitre qui est immédiatement corrélé avec celui de la naissance, enfin Camus a choisi ainsi, eh bien, grâce à l'ellipse 40 ans plus tard, on est avec le narrateur qui arrive à Saint-Brieuc et qui va se rendre pour la première fois sur la tombe de son père. Donc je trouve intéressant en tout cas que le narrateur fasse le lien entre la scène de naissance, qui est assez grandiose déjà, et cette scène du cimetière, juste liée, peut-être parce que c'est aussi peut-être une seconde naissance aussi pour Camus. Alors, dans les annexes, dans les brouillons, il y avait même une note qui imaginait de commencer par la tombe. Bon, vous savez bien, le premier homme est inachevé, donc on peut parler en termes de supposition, mais on sait que cette première partie, elle a été pensée, retravaillée. Alors, Camus va choisir donc d'écrire ce moment, on va dire cette forme de rencontre avec le père, comme une scène apocalyptique. Alors, apocalyptique au sens étymologique du terme, c'est-à-dire révélation, qui passe par un peu l'expérience d'un désastre. Il va mettre en scène un personnage, le fils, qui passerait finalement d'une image abstraite du père, d'une souffrance abstraite, à une émotion vivante et douloureuse. La tombe, ce lieu qui abrite les restes de son père, va lui permettre de commencer un chemin, peut-être de commencer un dialogue, et assurément de commencer d'ailleurs ce livre. Mais avant d'y arriver, à cette scène sur la tombe, Camus va dresser tout un horizon d'attente qui commence d'abord par la rencontre avec le gardien, qui l'aide à retrouver l'endroit exact de la tombe. Le gardien a l'air ému pour le fils, mais le fils tient à dire qu'il n'éprouve rien. Mais non, je n'avais pas 1 an quand il est mort, vous savez. D'ailleurs, il écrit, Camus, il ne pouvait pas s'inventer une piété qu'il n'avait pas. C'est comme si le roman tentait à dire que jusqu'à cette date, il n'y avait pas eu vraiment de dialogue avec le père. Et d'ailleurs, c'est sur l'injonction de la mère qu'il se rend au cimetière, c'est pour lui faire plaisir à elle. Il trouvait, écrit Camus, que cette visite n'avait aucun sens. Donc c'est comme si tous les signes du texte, vous voyez, tendaient à composer ou à recomposer l'image d'un homme indifférent, et c'est pour ça que la surprise devant la tombe va en être d'autant plus forte. Là, le narrateur éprouve que si sous la dalle ne résident que des cendres et de la poussière, son père lui semble, je cite, de nouveau vivant. Et c'est un débordement d'émotion pour celui qu'il nomme le père cadet, ce père plus jeune que lui, mort au combat à l'âge de 29 ans, lors de la bataille de la Marne. C'est une révélation, c'est un beau passage par cascade et qui atteint un paroxysme. Le fils est complètement bouleversé sur cette tombe, il perd ses repères chronologiques. Est-ce qu'il pleure devant un père? Est-ce qu'il pleure devant un fils? Est-ce qu'il pleure devant l'injustice de tant de vies fauchées par la guerre? Les générations se confondent. Et on a des images de métaphores minérales, comme une statue qui s'écroulerait, d'une carapace qui se romprait. Et Camus écrit, après tout, il n'était pas trop tard. Il pouvait encore chercher à savoir qui était cet homme qui lui semblait plus proche maintenant qu'aucun être au monde. Voilà, et le livre va mettre en route ce travail. Dans les annexes, Camus note qu'en près de la tombe, il sent le temps se disloquer. Ce nouvel ordre du temps est celui du livre. On voit bien là aussi ce qui se passe par la grâce de la littérature. Camus a dû attendre donc ce dernier ouvrage pour mettre en scène, on va dire, la recherche du père dans une forme de requiem, on pourrait dire. Et ce qui l'émeut, c'est que jusqu'à présent, il n'avait jamais pensé à cet homme comme à un être vivant, mais comme à un inconnu. Et en fait, plusieurs fragments témoignent finalement de cette mission que le fils va se donner par rapport au père. J'en cite un. Ils ont passé inconnus sur cette terre, mais mon rôle à moi est que par mon livre, l'ombre reste encore après leur passage sur cette terre. Donc à partir de quelques traces, il n'a pas grand-chose, Camus va tenter de ressusciter et donner un destin à celui, le père, qui n'avait connu que l'anonymat et que l'échec. La mère
qui a la mémoire enténébrée, citation aussi, se souvient de si peu de choses. Dans la cuisine, d'ailleurs c'est assez morbide, il y a l'éclat d'obus qui a atteint son père, qui est là dans une boîte de biscuits, quelques lettres, mais elle ne se rappelle pas, elle dit au fils, mais il avait de la tête comme toi, enfin sous-entendu, il était intelligent comme toi. Et ce qu'il apprend, je ne vais pas m'appesantir, même si c'est fondamental, il apprend juste 2 anecdotes de la vie de son père. Je les rappelle brièvement. Son père se rend à l'assassinat d'un meurtrier Pirette qui avait commis, un ouvrier agricole, a commis un crime atroce. Tout le monde, quelque part, pensait que cette mort, cette exécution était méritée. Et quand le père de Camus se rend à cette exécution, il en revient bouleversé et il vomit. Et donc Camus se servira de cette anecdote quand il écrira Réflexions sur la guillotine, quand il est contre la peine de mort, quand la justice fait vomir l'honnête homme, est-ce que c'est vraiment une justice? Donc vous voyez, cette anecdote aura vraiment une répercussion. Et l'autre aussi, connu, son père pendant la guerre au Maroc, qui voit un soldat émasculé et qui dit « Un homme, ça ne fait pas ça, un homme, ça s'empêche ». Donc 2 anecdotes qui représentent une sorte de modeste héritage et qui aura un retentissement très fort dans sa vie d'homme, de tout refus de la peine de mort, rejet de la violence, enfin, je dirais presque les fondements de son humanisme, c'est pas rien. Mais je n'en dirai pas plus ici sur l'héritage idéologique fondamental reçu de manière oblique par son père. Je voudrais plutôt mettre en valeur les répercussions sur un autre plan, sur l'orientation de l'œuvre, sur la raison même d'écrire. Car en effet, vous l'avez entendu, aux yeux de Camus, il n'est pas possible qu'une vie humaine soit oubliée. Il n'est pas possible que ce mort inconnu de Saint-Brieuc reste dans l'ombre. Donc il s'agit de témoigner par le récit littéraire du passage de la vie d'un homme dans ce monde. Qu'une vie humaine est sacrée, quelle qu'elle soit, quelle qu'en ait été sa simplicité. Et donc le roman va tisser une histoire, va redonner un sens, une unité, une visibilité à un destin qui était menacé par l'anéantisation. Camus se lance dans une forme de grande entreprise de sauvetage, je le cite, « arracher cette famille au destin des pauvres qui était de disparaître de l'histoire sans laisser de traces ». Donc l'entreprise romanesque est comme un grand combat contre l'absurde dont le destin du père pourrait être une représentation, et ça renvoie vraiment à des chapitres de l'homme révolté, un chapitre qui s'appelle « Révolte et art », et notamment de tout ce que Camus développe sur la fonction de l'art et de la création corrigée. Et Étienne Barillier commente ce que serait cette création corrigée faite par le roman. Il entend par là que la fiction romanesque ou l'effort de l'art ne consiste pas à rendre le monde plus beau, mais à placer notre monde tel qu'il est sous le signe de la beauté. Il ne s'agit pas de corriger les créatures, mais de projeter la lumière du style sur l'imperfection du réel. Et c'est vrai que par le premier homme, par ce roman, le père ne va pas revenir à la vie grâce à ce roman, sa vie demeurera toujours incompréhensible. Mais le roman de sa vie, et j'utilise encore des termes de Camus dans le chapitre Révolte et art, ajoute quelque chose qui va transfigurer ce réel. C'est-à-dire que le roman va permettre aux personnages justement d'aller au bout de leur destin, de parachever quelque chose qui serait resté dispersé dans la vie réelle, et aussi d'être inscrit dans une forme de pérennité. Le roman permet, d'une certaine manière, j'entends, de rester vivant. C'est une sorte de victoire provisoire sur la mort que permet le texte littéraire. C'est comme ça d'ailleurs que le père nous est connu aujourd'hui, par ce roman. Donc ce dialogue avec le père, outre la répercussion intime, familiale et éthique, a peut-être participé aussi de cette réflexion camusienne sur le sens même de l'art comme une forme de révolte. Dernière et non des moindres figures de l'enfance, celle de la mère. Alors là, on a presque envie de se déchausser parce qu'on sent bien que c'est un territoire sacré. Elle est présente, cette mère, à l'aube déjà de la vie de l'écrivain, déjà à l'aube de la vie d'écrivain de Camus, parce que c'est quand même incroyable. Je vous parlais tout à l'heure des carnets. Les carnets commencent Camus à 22 ans. C'est quand même jeune. Et il commence de manière très solennelle. Il va dire ce que je veux dire. Enfin, Camus, vous savez,
il avait déjà conscience du poids de sa responsabilité en tant que futur écrivain. Et il va dire, dès les premières pages des carnets, à 22 ans, il fait allusion à la mer. Et il dit que la mer constitue toute sa sensibilité. Donc ça procure déjà un indice pour la compréhension de l'œuvre. Donc d'entrée de jeu, il reconnaît qu'elle est au cœur de sa démarche. Et il évoque aussi toujours dans cette première page des carnets à 22 ans la nostalgie d'une pauvreté perdue. Et il compare d'ailleurs le monde des pauvres à une île dans la société, l'image qu'il déploie dans son dernier texte, Le Premier Homme. Donc on sent que des fidélités fondamentales, des intentions cachées, de cet engagement radical dans la création, tout est dit dans une forme de lucidité presque prémonitoire. Et donc on retrouve cette mère dans Le Premier Homme et à la première page du Premier Homme, puisqu'elle est dédicataire de l'œuvre, à toi qui ne pourras jamais lire ce livre. Le roman commence sous cette forme, sous cette aporie, sous cette tension irrésolue, sous le sceau de cette impuissance. Donc là aussi, la création d'un personnage, c'est à partir de la personne de la mère, la création d'un personnage va permettre aussi d'entrer dans la complexité, dans la profondeur. Et ce qui est assez intéressant, c'est que d'un côté, on voit que le roman est fidèle au réel, c'est-à-dire que sous nos yeux se dévoile cette femme humble, enfermée dans son silence, sans désir, soumise au jour, pourvue d'un langage limité, marquée par un handicap de la surdité, aimant son fils mais étant impuissante à le montrer. Donc, on voit ce personnage qui s'anime sous nos yeux. Tous les termes utilisés par le narrateur traduisent la vue courte, l'absence d'horizon, l'étroitesse du regard. Il y a un motif récurrent, celui de la fenêtre, où la mère, après ses journées harassantes, est assise dans l'ombre et regarde la vie qui est dehors, la vie qui est dans la rue. Et on voit bien cet enfermement de la mère à tout point de vue. Donc d'un côté, on a une forme de reconstitution qui semble au plus proche, et de l'autre, il y a ce petit quelque chose dont je parlais tout à l'heure, qui permet une forme de transfiguration du réel. C'est-à-dire que l'adulte qui écrit va réévaluer cette femme à l'aune de sa vie. Et ce qu'il montre, vous voyez, comme dans une forme de superposition subtile que permet le roman, c'est que derrière l'apparent échec de cette femme, cette femme incarne une forme de résistance. Elle a tenu, elle a duré, elle n'a pas baissé les bras. Plusieurs mentions parlent par exemple de sa beauté, de son élégance, malgré la pauvreté. On sent que dans ce roman, avec les possibilités qui étaient les siennes, elle a tenu bon, elle n'a pas sombré dans la violence, elle n'a pas abandonné les siens. Et même ce silence qui était si inquiétant aux yeux de l'enfant est réévalué par le narrateur dans Le Premier Homme. Donc je le cite, ça c'est dans les annexes, lui parlant sans cesse et incapable de trouver à travers des milliers de mots ce qu'elle pouvait dire à travers un seul de ces silences. Donc le silence fait peur, et on le voit dans Le Premier Homme que le silence fait peur, et en même temps, le mutisme même, il est vu là comme la plus grande des éloquences. C'est comme si Camus faisait de cette personne une héroïne. Et cette héroïsation de la mère est encore plus manifeste dans les annexes. Il y a beaucoup d'injonctions à la connotation lyrique et sacrée qui mettent même la mère sur un piédestal. J'en cite un. Ô mère, ô tendre enfant chéri, plus vrai que tout ce que j'ai aimé en ce monde. Et on sent bien que par l'injonction du narrateur, qui n'est pas avare de superlatifs, la mère est comme libérée des limites étroites de son existence, du silence qui l'enferme. Toujours dans les annexes du Premier Homme, il y a des allusions à la religion qui peuvent même surprendre, puisqu'on sait que Camus est agnostique. Il va dire « sa mère est le Christ », ou encore « maman », comme un Mychkine ignorant, Mychkine, le nom du héros de l'idiot Dostoïevski, elle ne connaît pas la vie du Christ, sinon sur la croix, et qui pourtant en est le plus près. Donc le personnage de la mère, dans sa vie dure et humble, semble proche d'un Christ souffrant, et cette mère mythifiée représente en fait, devient la représentation du pauvre, devient la représentation de l'humilié, et on sait que dans la tradition évangélique, le pauvre est le préféré de Dieu. Et on voit bien que dans la mise en valeur de la mère,
dans la mise en valeur du Père, il y a, comme dans l'Évangile, le fait que les derniers deviennent les premiers. Les derniers sont les premiers. Camus, d'ailleurs, avait écrit « Ils étaient et sont plus grands que moi ». Donc une sorte de renversement des valeurs habituelles s'opère, et l'œuvre littéraire de Camus, on sait bien à quel point elle se fera l'écho et d'un souci constant des silencieux, de ce qu'il appellera les muets, des humiliés, dont la mère, on comprend bien, est l'emblème et le point de départ. Et on comprend mieux, en terminant là, pourquoi dans la préface de L'Envers et l'Endroit, il dit qu'il aimerait placer au centre l'admirable silence d'une mère, qui là devient admirable, tout ce qu'il et l'effort d'un homme pour retrouver une justice ou un amour qui équilibre ce silence. Voilà, le texte littéraire qui vient là pour équilibrer. C'est un beau verbe. C'est pas, on ne peut pas nier ce qui s'est passé, mais on peut tenter d'équilibrer par cette beauté. Alors, je conclus. Donc, il semble clair, effectivement, que ces figures de l'enfance, j'espère que maintenant il vous semble clair, que ces figures de l'enfance, à des degrés différents, jouent un rôle dans l'origine de l'œuvre et dans la continuité de l'œuvre. Elles représentent véritablement une source qui ne s'est jamais tarie, et même une source qui déborde au moment où Camus écrit Le Premier Homme. On l'a vu, ce sont des dialogues souvent silencieux, semblables à des présences inoubliables. On sent que le père, la mère, l'instituteur sont des présences inoubliables qui ont eu une répercussion sur son art et sur la fonction même qu'il assigne à son art. Ces 2 ou 3 images simples et grandes sur lesquelles le cœur une première fois s'est ouvert et qu'on retrouve par les détours de l'art sont tout sauf une nostalgie stérile. Ce n'est pas un retour au passé ou un retour au même. Il s'agit d'un retour au passé, mais d'un passé, on pourrait dire, recomposé, d'un passé recomposé, recomposé par le passage du temps, recomposé par le mûrissement de l'artiste et recomposé par la mise en image. C'est un retour aux figures de l'origine, mais pour retrouver la ferveur de l'origine et pour aller de l'avant. Le dialogue véritable, dans le fond, il suppose évolution, mouvement, recomposition, si on est vraiment dans le dialogue et dans l'écoute de l'autre. Et je pense que par son travail littéraire, Camus a fait de ces sujets si intimes, si singuliers, des figures universelles qui, à leur tour, rejoignent des lecteurs sur un écran plus vaste où chacun d'entre nous peut reconnaître ses propres fidélités et ses propres dialogues intérieurs. Et Camus a su faire de ces figures de l'enfance, non pas des espaces de repliement frileux ou spéculaires, mais plutôt une occasion d'entrer en relation avec d'autres et en manifestant vraiment que la création est un dialogue. Je vous remercie. Pues vamos a ver, on va continuer avec notre prochaine table ronde qui, quelque part, articule et nous apporte le titre à cette journée, c'est-à-dire s'éloigner du monologue. Donc, je vais inviter Madame Najat El-Hachim, j'invite Noah et j'invite Marie Pagès. Je vous invite à me rejoindre et elles vont nous parler d'un dialogue à partir de la voix en tant qu'outil, le corps en tant qu'outil de ce dialogue et